Il y a des DAO qui ont quelques milliards de dollars en trésorerie et qui vont gérer par gouvernance des opérations qui peuvent rapporter de l'ordre de centaines de millions de dollars annuels de bénéfices. Donc on est passé vraiment du stade de la recherche et de l'expérimentation à la mise en place, notamment sur ces exemples particuliers, de protocoles de coordination à grande échelle. Bonjour, je suis Xavier de Boissieu, je suis cofondateur de Quadratic, qui est une jeune société de conseil et d'ingénierie en data science, en développement applicatif et en Web3. Stricto sensu, c'est une technologie qui permet de déployer des infrastructures décentralisées. Et parce que ces infrastructures sont décentralisées, elles portent en elles-mêmes la confiance. Alors, comme ça, c'est un peu abstrait. On peut partir de la manière dont fonctionnent les systèmes d'information traditionnellement. Moi, si j'ai de la donnée, par exemple mes transactions bancaires, elles vont être stockées sur un serveur et l'entité qui tient ce serveur, elle a tout le loisir d'aller modifier cette donnée ou d'aller en supprimer. Donc en fait, par nécessité, je dois faire confiance à cette entité pour garantir l'intégrité de ma donnée. Et dans ce cas d'usage précis, typiquement, c'est l'entité qui va tenir le serveur, quelque part, c'est la banque. De manière un peu simplifiée, mais dans un système blockchain, la tenue de cette information, elle n'est pas assurée par une seule entité, mais par une multitude d'entités, qu'on appelle des validateurs ou des mineurs. Chacune de ces entités stocke la donnée et lorsqu'on va ajouter de nouvelles données, elles se mettent d'accord entre elles via un système de consensus pour dire que la donnée est fiable, satisfait des règles et la mettre dans le système. À condition, de manière très simplifiée, qu'il n'y ait pas une majorité de ces validateurs qui a intérêt à faire une collusion pour altérer la donnée. Les deux grands paradigmes de déploiement de cette technologie sont les paradigmes de déploiement de blockchain privé et les paradigmes de déploiement de blockchain public. Donc dans un système de blockchain privé, l'accès à cette infrastructure est restreint, c'est-à-dire réservé à certains utilisateurs, d'une part, et d'autre part, le rôle de validateur est également restreint, c'est-à-dire que seule une liste de validateurs prédéfinis peuvent opérer le système. Dans une blockchain publique, c'est strictement l'inverse. L'accès n'est pas restreint, il est mondial et n'importe qui peut accéder à l'information et peut également écrire dans le système. Et il en est de même pour les validateurs, n'importe qui peut devenir validateur de ce système. Donc, dans un système de blockchain privé, il y a tout un ensemble d'entreprises qui tiennent cette information. Et une fois qu'on a ce socle d'informations, on va pouvoir construire des applications qui sont souvent des applications de digitalisation des opérations. Et donc l'apport de la technologie ici, c'est de pouvoir déployer ce type d'applicatif, non pas à l'échelle d'une entreprise, mais à l'échelle d'un ensemble d'entreprises ou même à l'échelle de tout un secteur d'activité. Il y a un vocable pour ça, c'est la coopétition. C'est d'ailleurs la technologie permet la coopération entre acteurs potentiellement concurrents. Donc on a de multiples exemples de ce style d'initiative dans de multiples secteurs, dans la finance, dans l'industrie, dans la logistique, dans le transport. Pour répondre à la question, il faut parler de l'incitation économique qui est nécessaire pour que les gens viennent valider, devenir validateurs des blockchains publiques. Et là, c'est une des fonctions des crypto-monnaies, parce que lorsque les validateurs font leurs opérations de validation de la blockchain et donc à la fin de sécurisation de l'infrastructure, à chaque fois qu'ils effectuent ces opérations, ils sont rémunérés en crypto-monnaie. Crypto-monnaie qui est pour partie émise par le système, par le protocole, et pour autre partie payée par les utilisateurs du système. Pourquoi on a un intérêt à avoir le plus grand nombre possible de validateurs? On a vu que ce type de système n'était pas infaillible dès lors qu'il y avait une majorité de validateurs qui pouvaient faire des collusions pour aller écrire dans le système en fonction de leurs intérêts et potentiellement altérer la donnée. Et donc mécaniquement, plus on a un nombre de validateurs important et plus
ces validateurs ont des intérêts complètement hétérogènes, plus on a une sécurité du système qui est grande, parce que la possibilité d'occurrence de ces collisions est moindre. On a des infrastructures publiques de confiance dans lesquelles on peut tenir des registres d'informations inaltérables. Et donc, ces registres d'informations, ça peut très bien être des registres de valeurs, des registres de qui détient quoi. En plus, on a des systèmes d'implémentation informatique de tokens qui permettent de transférer de manière quasi immédiate et sécurisée cette valeur. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la blockchain, c'est l'Internet de la valeur. Donc c'est une expression un peu consacrée, parce que c'est la première fois que dans un environnement sans tiers de confiance et dans un environnement public, on est capable de faire des transferts de valeur. Avant, on était capable de faire que des transferts d'informations. L'information, ça se copie, ça se colle. Donc, à ce titre-là, ça ne peut pas véhiculer des représentations de valeur. Voilà. Donc, on dit Internet de la valeur. Et donc, la proposition, c'est pour ça qu'on parle de Web 3, donc comme successeur du Web 2, en remplacement ou en surcouche du Web 2, c'est qu'au-delà de l'Internet de l'information qu'on connaît, il y a cette possibilité de véhiculer de la valeur sur des réseaux publics. Il y a plusieurs, de très nombreux même, systèmes de blockchain publics qui ont souvent le même type de proposition de valeur, c'est-à-dire qu'on appelle ça, c'est des blockchains de smart contracts. Avec les smart contracts, on peut créer n'importe quelle forme d'application. Et donc, on peut imaginer de créer une application qui régit des règles de gouvernance d'une organisation commerciale ou d'une société, et d'octroyer ces droits de gouvernance aux détenteurs de tokens qui représentent des droits de vote. Et donc c'est ce qu'on appelle des organisations autonomes décentralisées, où vous avez les règles de gouvernance qui sont dans une application, et les droits de vote qui sont librement cessibles parce qu'ils sont sous forme de tokens. Et les détenteurs de tokens vont voter pour que le programme informatique puisse déclencher des actions, quelles qu'elles soient, sur la blockchain. C'est des systèmes assez complexes, mais on a des protocoles, par exemple de finances décentralisées, donc qui vont assurer des services, par exemple un service de change de token A contre token B. Et ces protocoles de finances décentralisées, qui sont des applications, elles vont être gouvernées par des DAO. Quand on dit qu'un protocole est gouverné par une DAO, les détenteurs de tokens associés à cette organisation vont voter pour rajouter de nouvelles fonctionnalités au programme, changer les paramètres du programme ou même faire des actions dans le monde réel comme des programmes marketing ou des partenariats. On est quand même en présence d'organisations où il y a des milliers et des milliers de token holders, donc de votants, et qui commencent à gérer des choses qui ne relèvent plus de l'expérimentation. Il y a des DAO qui ont quelques milliards de dollars en trésorerie et qui vont gérer par gouvernance des opérations qui peuvent rapporter de l'ordre de centaines de millions de dollars annuels de bénéfices. Donc on est passé vraiment du stade de la recherche et de l'expérimentation à la mise en place, notamment sur ces exemples particuliers, de protocoles de coordination à grande échelle. On a des problématiques qui sont évidentes. Dès lors qu'on a dit qu'on pouvait mouvementer de manière non permissionnée de la valeur d'un bout à l'autre du globe quasi instantanément, on voit bien pourquoi ça peut poser des soucis et pourquoi il faut un encadrement réglementaire de tout ça. Encadrement réglementaire qui est compliqué dans la mesure où la technologie va très vite et que la réglementation a des délais qui ne sont pas forcément en phase avec la rapidité de déploiement de la technologie.